c'est intéressant et important d'avoir des témoignages d'entreprises de secteurs variés, de tailles différentes. Et donc, je vous propose que nous démarrions tout de suite par l'intervention de monsieur Jean-Christophe Leger, donc vice-président nature, comme je le disais tout à l'heure, puisque Danone a défini une trajectoire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et contribuer à l'économie décarbonée sur l'ensemble périmètre, Scope 3, on en a discuté un petit peu ensemble, et une ambition fortement affichée avec une stratégie zéro net carbone à long terme. Donc 5 objectifs majeurs, vous allez nous les décliner, nous expliquer ça. Avec plaisir, Madame la Commissaire. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président et Monsieur le conseiller Michel Garot, merci pour cette invitation et cette possibilité de vous apporter notre modeste contribution à cette belle ambition qui est le zéro net. Tout d'abord, je tiens à vous saluer au nom d'Emmanuel Faber, qui évidemment est notre président engagé depuis de longues dates sur ces questions et avec laquelle chaque jour, nous interagissons. Ce n'est pas uniquement un homme d'entreprise focalisé sur les résultats financiers. Il a la conscience de l'interdépendance entre les résultats financiers de Danone et sa performance globale et notamment environnementale. Vous excuserez, il y a quelques petites coquilles de traduction. J'ai repris une petite présentation, donc désolé, je vais essayer de rétablir le bon français dans la présentation que je vais utiliser. Tout ce que je vais essayer de vous dire fait écho très largement à ce que nous venons d'entendre de la part des différents interlocuteurs et notamment de Madame Guilloux, notamment sur la question de la transformation des modèles agricoles, qui est un élément clé dans lequel nous nous inscrivons pour une entreprise qui fait de l'agroalimentaire et dont l'empreinte, vous allez le voir, est principalement sur son scope 3, c'est-à-dire sur son système agricole. Pardon, j'ai touché le mauvais bouton. Donc vous voyez ici tout de suite s'illustrer cette empreinte carbone de Danone, et quand vous avez 60% grosso modo de notre empreinte qui réside dans l'agriculture, il n'est pas possible, si on veut être une entreprise qui contribue à la transformation, de ne pas aborder cette question-là, tout en reconnaissant qu'elle va être cette approche co-créée avec un certain nombre d'acteurs, et principalement les agricultrices et les agriculteurs qui sont les principaux acteurs, actrices du changement. Bien évidemment, ensuite, nous avons des enjeux qui sont plus proches de notre activité, des enjeux qui sont relatifs au packaging, on pourra s'en dire deux mots puisque nous inscrivons complètement dans l'agenda circulaire que vous avez défini. Nous avons aussi des enjeux sur le transport et la distribution, et je prendrai un exemple au titre de ce que nous faisons avec le ferroviaire sur Évian. Et puis nous avons nos scopes, fameux scope 1 et scope 2, qui est le scope un peu plus direct, qui consiste à améliorer nos opérations, à réduire nos consommations directes et notamment à contribuer à une initiative qui s'appelle la RE100 sur l'électricité verte. Voilà, donc ça c'est l'empreinte carbone. Alors l'empreinte carbone aujourd'hui, excusez-moi, il manque une slide. Elle n'est pas dans le deck apparemment. Ah si, elle est là. Voilà, l'empreinte totale de Danone, c'est 24,7-25 millions de tonnes de CO2, et comme je vous le disais, aujourd'hui, cette empreinte, elle est principalement au sein de la partie agricole. Et nous avons donc pris un engagement très ambitieux qui est d'ici à 2050, d'être neutre sur l'ensemble de notre activité, avec deux engagements, un engagement qu'on appelle en valeur absolue et un engagement en densité carbone. Notre trajectoire est claire, il s'agit pour nous de découpler la croissance de l'entreprise avec ses émissions de CO2, avec un objectif à 2030 de réduire de 50% nos intensités par kilogramme de produits. Et nous pourrons revenir sur ces questions de transformation de notre offre alimentaire, parce que ça fait partie aussi de notre stratégie. Et notre stratégie repose sur trois axes, la réduction, la séquestration et ce qu'on appelle la compensation. Tout ça devrait nous conduire d'ici à 2050 avec le plus possible ou le moins possible l'appel à la compensation, donc l'offset, mais ça fait partie des mécanismes importants que nous ne pouvons pas négliger aujourd'hui pour engager cette dynamique de notamment marque carbone neutre. Alors,
pour nous, il s'agit dans le premier pilier d'action de réduire nos émissions, et nos émissions particulièrement directes, d'encourager, on va le voir, des solutions créatrices de carbone. Avant tout, d'éliminer, pour protéger les puits de capture, la déforestation d'un certain nombre de nos sourcings d'ingrédients, et je pense tout particulièrement à ce qui est fait autour du soja, notamment pour l'alimentation animale. On pourra aussi se dire deux mots sur la question de l'huile de palme, même si Danone est un acteur assez petit sur ce domaine-là. Et puis, en quatrième point, de renforcer la résilience, excusez-moi, des cycles naturels, et là des cycles agricoles. La mauvaise traduction s'illustre sur cette slide, notamment avec la protection de la ressource en eau. On verra à quel point il y a interdépendance très claire entre le carbone et l'eau au travers des sols. Et puis enfin, travailler sur des offres alimentaires diversifiées. Nous sommes une entreprise qui produisons une protéine animale, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous avons acquis récemment une très grosse activité, notamment aux Nations Unies, avec ce qu'on appelle le plant-based, c'est-à-dire des alternatives au lait animal avec tout un apport en protéines végétales. Et notre engagement autour de la signature de Danone, qui est une planète, une santé, bien évidemment, est d'engager ces marques pour pouvoir proposer aux consommateurs et l'amener à avoir des régimes alimentaires locaux qui se diversifient. Voici les 5 axes de notre politique d'ici à 2050. Alors, les 3 leviers dont je vous parlais tout à l'heure et que je vais essayer d'illustrer le plus rapidement possible à travers de quelques exemples qui vont faire écho avec tout ce que nous avons entendu. Réduire nos émissions, séquestrer des émissions, et notamment dans le cadre de partenariats avec les agriculteurs pour toute la partie situation des sols, enrichissement des sols, en tous les cas préservation des sols en taux de matière organique, et puis enfin tout ce qui est la compensation. Et cela devrait nous conduire, avec des marques engagées qui proposent des alternatives nutritionnelles permettant de réduire la part de la protéine animale, à cette dynamique de zéro net. Alors, très concrètement, sur la partie réduction. Bon, vous pouvez le constater déjà, depuis 2000, nous avons réduit nos consommations d'énergie de manière significative, puisque plus de 51% de la consommation en énergie a été réduite depuis les années 2000 au sein des usines. Et puis nous visons un objectif de 60%. Plus on se rapproche des 60%, plus les choses deviennent difficiles. Et pourquoi elles deviennent difficiles ? Parce que, évidemment, il s'agit aujourd'hui d'engager des CAPEX, des investissements significatifs avec des modifications de nos outils. Et donc, on pourra se dire deux mots des enjeux de financement. Mais réduire les émissions, pour Danone, ce n'est pas uniquement la question des énergies, il s'agit aussi de réduire des émissions sur notre domaine agricole, puisque nous raisonnons scope 3, par exemple, la productivité d'une vache. Une vache, elle produit le même niveau de méthane par rapport à sa production laitière. Donc plus nous augmentons la production laitière d'un animal, plus nous aidons les agriculteurs à faire en sorte que cette vache puisse apporter le maximum dans le respect du bien-être animal de lait, plus nous réduisons la partie du carbone au litre de lait produit par l'animal. Et puis, vous avez évoqué des solutions qui sont relatives à l'alimentation animale. L'autonomie protéique en France est un enjeu important, notamment avec des apports alternatifs au soja et au maïs. Et on pense tout particulièrement à tout ce qui est la partie pâturage et tout ce qui est aujourd'hui à base de lin notamment, qui nous permettrait de réduire les émissions gastro-entériques de la vache de 25% en moyenne. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des solutions nouvelles, technologiques, qui sont en cours de discussion, qui permettent de neutraliser les émissions de méthane et la partie gastro-entérique de l'animal. Là encore, toujours dans le respect du bien-être de cet animal. Ce sont des mesures très prometteuses sur lesquelles nous testons avec un certain nombre d'acteurs des solutions qui pourraient être proposées aux agriculteurs. Et puis enfin, comme je l'évoquais, il y a la partie transport, et le transport pour nous ferroviaire fait partie des solutions que nous utilisons. Vous savez que Évian, c'est la deuxième gare, c'est la première gare privée en France. Voilà. Et
donc, nous avons à cœur de faire en sorte que lorsque une bouteille d'évian part du territoire, eh bien, elle aille vers d'autres, elle utilise des moyens qui ne sont pas émetteurs de CO2. Je vais aller plus vite. Séquestrer, vous avez parlé à plusieurs reprises de 4 pour 1000. Voici un projet qui est soutenu par le Fonds Danone pour l'écosystème, qui est un fonds de 100 millions d'euros, qui aide notamment à la transition écologique avec les tout petits acteurs de l'économie locale, et notamment les agriculteurs familiaux. Je vous invite à aller voir ce qui se passe sur une plateforme de crowdfunding, peut-être qu'on pourra en parler, Mimosa, avec lequel nous travaillons. Nous mobilisons aujourd'hui, on va dire, les citoyens pour aider les agriculteurs avec notre soutien bien évidemment au titre du fonds Danone pour l'écosystème, mais aussi de l'entreprise, à encourager les agriculteurs à changer, les agricultrices à changer un certain nombre de pratiques. On a eu 2 dossiers qui ont été complétés récemment, puisque ce projet vient d'être lancé, notamment un sur l'accès à la prairie pour les animaux, et puis un autre sur le séchage auprès d'un de nos agriculteurs bio. Compenser, là aussi les mécanismes de financement sont importants. Nous mettons en place le plus possible de mécanismes partagés parce que nous aidons à la reforestation, à l'agroforesterie, mais aussi à des solutions peut-être que vous n'avez pas en tête, qui sont les foyers améliorés. Vous le voyez en haut à droite avec des opportunités de création d'emplois pour les femmes qui vendent ces foyers améliorés. Et là, il s'agit pour nous de mettre en place des mécanismes d'off-take avec des investisseurs. Nous avons créé, il y a de ça 6 ans, un fonds qui s'appelle le fonds Livelihood, qui est un fonds d'investissement qui crée des crédits carbone et qui investit notamment dans les régions en développement en vue de créer une valeur locale et de créer cette économie du carbone. Partager le risque avec d'autres investisseurs fait partie des stratégies qui, à mon avis, doivent être aujourd'hui encouragées. Mais on peut aller plus loin, on peut être plus innovant. Je ne savais pas si vous avez ça en tête, mais on peut séquestrer du carbone en favorisant l'accès à l'eau. Bah oui, parce que dans la plupart de ces pays, aujourd'hui, pour accéder à de l'eau potable, on est obligé de la bouillir, déjà d'aller assez loin. Donc pour la bouillir, il faut couper du bois. Et donc mettre en place des kiosques à eau dans un certain nombre de pays et faciliter, notamment avec des raisons de bien-être évident et de santé bien évident, l'accès à l'eau, permet aussi de créer du crédit carbone. Alors, quelques clés de succès, excusez-moi, ce n'est pas les clés du succès. Pour nous, en tous les cas, il s'agit d'affirmer une ambition complète dans la stratégie de Danone et d'en faire un levier de différenciation. C'est important, ce n'est pas uniquement une question de license to operate, comme on dit, c'est un levier de différenciation pour l'entreprise sur lequel nous essayons de mobiliser l'ensemble des acteurs. Il faut des fonds d'innovation dédiés, nous en avons créé 3, il y a plus de 200 millions aujourd'hui qui viennent de ces fonds et qui font appel aussi à des mécanismes de cofinancement avec des acteurs notamment non-for-profit, des ONG, mais aussi des acteurs institutionnels. On travaille beaucoup avec, par exemple, la Banque interaméricaine de développement. Nous travaillons avec l'AFD, avec la GIZ. Des incitations à l'engagement des salariés. J'ai changé le terme rémunération, mais parce que, oui, dans la performance globale, nous sommes rémunérés au sein de chez Danone avec la partie environnementale. Ça fait partie des bonus, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous incitons, nous rémunérons la performance de l'ensemble des équipes, notamment avec des indicateurs extra-financiers, sociaux et environnementaux. La co-création avec les partenaires, je citais l'IDB ici, je pourrais aussi parler de partenaires for-profit, type Veolia, avec lequel nous avons monté un partenariat. Et puis l'engagement du conso-acteur, je sais que c'est quelque chose qui est débattu, il n'y a pas de conso-acteur, on est tous chacun un peu citoyen dans ce qu'on fait, donc il y a différents types de comportements. En tous les cas, nous on pense que c'est capital d'avoir une interaction différente avec le consommateur, et j'en profite pour vous montrer ça. Alors je sais que c'est une marque qui aujourd'hui pose beaucoup de questions, et c'est pour ça que je voulais vous la mettre en évidence. Nous avons pris 3 engagements au sein d'Evian. La première qui est autour d'une marque totalement circulaire. D'ici à 2025, 100% de notre packaging sera recyclé, enfin issu de matières recyclées. Et d'ici là, nous allons capturer autant de plastique que ce que nous mettons sur le marché. Nous avons plein de projets aujourd'hui avec les chiffonniers dans le monde entier qui nous aident et que nous aidons à passer de l'informel au formel. Voilà des créations d'emplois extrêmement intéressantes. Une marque circulaire, pourquoi ? Parce qu'elle renouvelle l'eau et le méthaniseur d'Evian, dont je pourrais vous dire quelques mots aujourd'hui, génère du carbone, mais aussi séquestre du carbone dans les sols et protège la ressource en eau. Ça, c'est une des solutions qu'on peut aussi activer. Et enfin, c'est une marque neutre aujourd'hui aux États-Unis. Elle le sera bientôt en France. Et nous l'indiquerons. Et ça donne la possibilité aujourd'hui
de manière assez simple, vous voyez le petit logo là, de faire ses choix et de, en tous les cas, avoir le sentiment de contribuer à une marque qui a du sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes très engagés et c'est une entreprise qui a vocation à devenir une B Corporation. On parle beaucoup de la loi Pacte et de l'entreprise à mission. C'est peut-être quelque chose à discuter ensemble. Comment, dans l'entreprise à mission, ces éléments, notamment, et ce que vous faites au titre de l'initiative ACT, rentrent dans ce cadre-là. En tout cas, Danone a pris l'engagement d'être une B Corp pour l'ensemble de ses filiales à 2030. Et vous voyez sur les 9 engagements, un qui est autour de la préservation de nos ressources de la planète et un autre sur la croissance inclusive. Nous sommes convaincus aujourd'hui que cette transformation peut rendre l'entreprise plus forte et plus durable. Et on vous remercie par avance pour vos questions et votre soutien. Merci à vous. Merci beaucoup. Je pense que je peux tout de suite faire rebondir Thierry Déo sur la présentation qui vient d'avoir lieu, puisqu'on voit notamment que la mobilisation d'outils de fonds à impact, voilà, de différents outils, de modalités de financement, on parlait de crowdfunding en dehors du business model et de la méthodologie d'analyse qui est mise en place par Danone, joue un rôle très important pour l'atteinte des objectifs zéro émission nette. Bonjour à tous. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président, peut-être tout simplement délivrer un premier message plutôt positif et encourageant dans l'accompagnement que les investisseurs institutionnels et de long terme ont des entreprises comme Danone, mais aussi du chemin qu'on doit parcourir pour la transition écologique. Alors tout simplement, mon métier qui est de fabriquer des projets à vocation de service public, que ce soit dans la mobilité, dans la santé, dans l'éducation, dans l'eau, on en a parlé, et dans l'énergie, et à vocation aussi d'investissement de long terme, m'a montré que ces investisseurs qui aujourd'hui nous dotent, environ de 7 milliards d'euros, sont motivés, et depuis une dizaine d'années, nous avons réussi à les accompagner dans un chemin qui est parti de standards élevés en matière d'ESG, donc standards environnementaux, sociaux et de gouvernance, jusqu'à un contrôle de l'empreinte carbone, et aujourd'hui à vraiment une transformation en vue de mesurer l'impact et d'application de la méthodologie finalement qui a été approuvée par tous en même temps que la COP21 par les Nations Unies, et des engagements de développement durable et du cadre de mesures qui permet aujourd'hui d'avoir au moins une mesure un peu unifiée sur l'impact. J'insiste sur la mesure parce que je crois que tout ce qu'on fait sur le long terme, si on n'est pas en capacité de le mesurer à court terme ou à moyen terme, on aura beaucoup de mal à vraiment réaliser, atteindre les objectifs finaux. Parce qu'on peut parler beaucoup, mais à terme, la mesure de l'objectif à tout moment est importante. Le deuxième point que je voudrais ajouter sur l'engagement de ces investisseurs, c'est qu'il y a aussi 2 volets qui sont attachés au financement de la transition écologique. Je préfère parler de financement de la transition écologique que de finance verte, qui a plutôt une tendance à être peindre en vert des obligations que l'on aurait de toute façon émises, pas pour dénigrer les obligations vertes, mais qui ne vont pas assez loin dans la capacité de s'engager et de financer cette nouvelle économie verte et cette transition. Un premier sujet qui est celui du financement en parallèle des économies émergentes, parce que nous sommes tous sur la même planète, donc finalement ces économies émergentes qui ont aussi des difficultés, qui n'ont pas l'écosystème que nous avons ici et en Europe pour réussir leur transition écologique. Donc il y a une vraie nécessité de financer ces économies émergentes en matière de transition écologique, et ce qui veut dire par là qu'il faudra mobiliser des institutions financières multilatérales, et il y avait la question du financement tout à l'heure. Oui, l'Europe aujourd'hui, malgré la complexité des instruments financiers, est fortement mobilisée à travers le plan Juncker, à travers un certain nombre de facilités, de subventions et des fonds structurels, avec un objectif aujourd'hui pour le plan Juncker qui a été augmenté à 40% des montants dirigés vers la transition écologique. Donc une forte mobilisation, pas toujours connue du grand public ni des acteurs qui en ont besoin.
mais accessible essentiellement aujourd'hui pour le plan Juncker à travers la BEI pour ceux qui en ont besoin. Et puis peut-être parler aussi de la façon dont nous voyons cet investissement dans la transition écologique. Aujourd'hui, cette économie verte créée par la transition écologique ou cette nécessité est très diffuse. Les marchés n'existent pas encore totalement. En tout cas, les projets qui constituent une bonne partie de cette économie, au-delà des entreprises et des PME qui l'alimentent, sont petits, sont complexes, qu'on parle d'économie circulaire ou qu'on veuille par exemple aider des agriculteurs à entrer dans la biomasse pour l'économie circulaire et à avoir des revenus supplémentaires justement en produisant du biogaz ou de l'énergie. Tout ça, ce sont des objets relativement petits qui nécessitent à la fois un peu d'intelligence et d'huile de coude quelque part pour fabriquer ces objets, mais ensuite une obligation de massifier pour pouvoir investir massivement et faire vraiment la différence dans la durée sur le sujet. Ça, c'est un enjeu qui pose aussi la question de la formation des entreprises, du secteur privé, mais aussi la formation du secteur public en matière d'agrégation de ces petits projets. Et puis des projets aussi à plus fort impact social, parce que l'autre volet, au-delà des émergents, c'est aussi que la transition écologique, et je crois que c'est le nom du ministère, doit aussi être solidaire. Donc l'inclusion est une partie intégrante du développement et de la transition écologique. On peut difficilement imaginer l'un sans l'autre pour toutes les raisons qui ont été un peu évoquées tout à l'heure. Et donc, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai en agissant dans ce domaine et en mobilisant les institutions financières, c'est que l'argent, il est là. Il y a un engouement et une responsabilité. Alors, je vais quand même avouer que les financiers se sont rendus compte que la résilience de leurs investissements par rapport au changement climatique commençait à poser problème. Donc, ils se sont dit que c'est peut-être une bonne raison pour commencer à s'en occuper. Mais quelles que soient les raisons, le résultat est qu'il y a une mobilisation forte aujourd'hui et une envie de le faire. Les institutions financières internationales et multilatérales sont aussi là pour aider à réduire le risque et à fournir finalement une incitation aux investisseurs peut-être moins sophistiqués pour qu'ils puissent mobiliser des fonds dans cette direction. Et je rappellerai que la question de la formation et de la mesure sont aussi des points très importants dans l'atteinte de ces objectifs. Donc pour finir, finalement, je dirais que faire, former et mesurer l'impact sont les trois choses à faire pour y arriver. Merci. Juste pour rebondir là-dessus, on a un enjeu méthodologique extrêmement important sur la mesure, et on voit bien que dans le cadre de l'émission de l'obligation verte française, on a mis en place un comité d'évaluation de l'obligation verte qui se réunit d'ailleurs demain ou après-demain, et on voit qu'il y a des enjeux extrêmement... On s'est engagé à le faire, de dire à quoi a été particulièrement utilisé cet argent, et dans le cadre de la recherche, de la biodiversité, etc. C'est particulièrement complexe, et il y a tout un travail international qui est entamé pour être capable de mesurer l'impact qui est rendu par l'investissement dans le cadre de l'obligation verte. Donc c'est là aussi un enjeu de méthodologie extrêmement important. Mais je donne tout de suite la parole à M. Grandjean, peut-être pour qu'il réagisse également sur ce que nous avons entendu. Oui, quelques réactions rapides. D'abord, pas une réaction, mais un témoignage. J'ai lu Les Échos ce matin, et puis il y a Jean-Marc Vittori, qui est un éditorialiste, qui nous dit « Seule l'écologie peut sauver le capitalisme ». C'est rigolo qu'il fasse ça aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent Jean-Marc Vittori, vous pouvez être pas complètement étonné, mais un tout petit peu quand même, qu'ils le disent de manière aussi cash. Moi, je pense que l'écologie peut aussi sauver l'Europe. On est très inquiets tous de ce qui se passe en ce moment, et donc ça me paraît très très clair que la question de la transition écologique est une question qui concerne notre avenir collectif. Il y a pourtant un problème dans la relation entre ces grands collectifs et les entreprises. Danone est un exemple absolument remarquable.
c'est ce que les économistes ont appelé les deux tragédies. Alors il y a la tragédie des communs, ça c'est Kenneth Hardin qui a parlé de ça. Le problème, c'est qu'on a un bien commun avec les changements climatiques, on a un bien commun qui est la biodiversité, qui ont l'ensemble des ressources naturelles, et chacune des entreprises n'a pas vocation spontanément à se battre pour le bien commun, parce que la mission de l'entreprise, c'est donner du travail, gagner de l'argent pour pouvoir investir. Et puis Marc Carney, qui est donc gouverneur de la Banque centrale et qui est toujours le patron du Fonds de stabilité financière, nous dit il y a une autre tragédie qui est la tragédie des horizons. Il faut penser très loin, et les marchés financiers, même s'ils évoluent, même si Thierry a raison d'être confiant dans le fait qu'il y a une dynamique qui s'installe, nos marchés financiers sont très très courts. De ces deux tragédies, ça veut dire que les pouvoirs publics, les grandes banques de développement, les acteurs publics ont un rôle essentiel, et donc la transition écologique, de mon point de vue, c'est un jeu gagnant-gagnant entre le public et le privé. Il faut inventer un nouveau capitalisme. En fait, c'est pas que l'écologie va sauver le capitalisme, mais c'est que la réforme qu'on doit faire de nos modes de fonctionnement, de nos modes de gouvernance, et la meilleure coopération entre le public et le privé sont pour moi absolument centrale dans ce qu'il faut faire dans les jours qui viennent, et on n'a pas trop le temps d'attendre. Donc il faut accélérer. Alors ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que les entreprises, Danone n'est pas unique, heureusement. Donc moi j'observe dans mon cabinet de conseil avec les entreprises qui sont nos clients, un engouement pour la transition. Il y a vraiment une mobilisation. Récemment, un think tank qui s'appelle l'entreprise pour l'environnement a lancé une grosse étude sur zéro émission nette 2050. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est juste pour dire que d'ores et déjà, on constate qu'est-ce que veut dire concrètement pour les entreprises, pour les ménages, pour les consommateurs, pour l'ensemble des parties prenantes. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un sujet qui passionne. Donc le fait que Monsieur le ministre ait envoyé un message, un horizon, je pense que c'est stratégique. C'est évidemment pas du tout suffisant, mais c'est quand même très important que l'ensemble des entreprises, face à cette stratégie de tragédie d'horizon, sentent qu'on a un horizon qui soit tenu assez ferme. Et je pense qu'il ne faut pas manquer d'ambition. On peut être critiqué en disant on n'y arrivera jamais. Non, je pense que la discussion que j'ai avec les entreprises, c'est qu'elles attendent beaucoup de ça, qu'il y ait des caps en fait. On n'est pas dans le dirigisme des années 50, mais on a néanmoins besoin de grands caps. L'autre truc que je constate en discutant avec les entreprises, c'est qu'elles ont toutes besoin d'être confortées sur les labels, sur les métriques, sur le fait que tout ça soit compté de manière convenable, comme l'a dit Thierry. Mais je le répète, vous avez beaucoup insisté là-dessus dans votre présentation. C'est très important parce que la menace de greenwashing est quand même omniprésente, qui nous dit que Danone n'est pas en train de nous inventer une neutralité carbone qui sort de son propre fait. Donc Danone, pour se protéger dans sa communication, a besoin qu'il y ait des labels et standards internationaux. De ce point de vue-là, la France n'est pas du tout en retard. Donc la France a une grosse compétence sur ces sujets-là. L'Europe a lancé au niveau du HLEG, donc un groupe d'experts de haut niveau, tout un tas de travaux qui visent justement à créer ces standards, et les Français sont très présents dans ces travaux. Et puis le dernier point sur lequel je voulais insister, alors non, juste une petite remarque par rapport à ça. Donc nous avons lancé une réflexion sur ce que veut dire neutralité carbone pour une entreprise, parce que neutralité carbone pour le monde entier, Michel Colombier a rappelé que c'était pas si facile. Bon. Neutralité carbone pour un pays, c'est un petit peu plus difficile. Si on fait du captage-stockage de CO2, du CO2 français, entre guillemets français, à côté de la Norvège, est-ce que ça compte ou ça compte pas si on le finance ? Bon, ça c'est comme des questions qui sont pas si triviales. Et neutralité carbone pour une entreprise, là, c'est carrément pas simple. Donc cette notion-là, elle a besoin d'être travaillée, elle a besoin de soutien, et je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises que ça intéresse. Dernier point. Cette transition carbone, elle suppose un prix au carbone progressivement croissant,
Et malheureusement, tous les modèles économiques qui travaillent sur la question, alors on peut discuter de la fiabilité des modèles, mais quand tous les modèles économiques nous disent que le prix du carbone doit augmenter de manière substantielle, et que les entreprises se disent si on ne l'a pas, on va avoir du mal à rentabiliser nos capex. On va avoir du mal à aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait parce que nous, on est aussi contraints de rendre un rendement aux capitaux qu'on engage. C'est vrai des acteurs entreprises, c'est vrai des financiers. Là aussi, il appartient à la négociation européenne d'avancer. Je suis très inquiet, pour le dire franchement, de la lenteur des décisions. On avance assez bien en France, mais un cavalier tout seul, 10 000 km devant les autres, je crois que ça va pas suffire. Donc là aussi, si on dit la transition écologique, et je reboucle avec ce que j'ai dit en entrée, c'est un moyen de redonner du sens à l'Europe, au projet européen et d'embarquer un peu plus. Il faut aussi que les outils, les dispositifs, les moyens, la BEI c'est effectivement une bonne nouvelle, on le sait, hein, mais aussi les cadres réglementaires et fiscaux doivent s'homogénéiser dans cette direction. Voilà juste ce que je voulais dire. Merci pour votre intervention. Nous avons une série de petites questions. On va les prendre peut-être au fur et à mesure de nos interventions. Il y en a une sur laquelle j'avais envie de répondre rapidement. Sur la question sur le numérique, il y a toutes les entreprises se digitalisent. Si on peut me la remettre peut-être à l'écran, toutes les entreprises se digitalisent. Effectivement, on fait souvent appel au numérique comme étant une forme de solution susceptible d'apporter des solutions à la transition énergétique, smart grid, intelligence artificielle, etc. On oublie peut-être un petit peu rapidement que c'est aussi un gros consommateur d'énergie. Donc, je voulais juste rappeler qu'il y avait une démarche qui avait été entamée par notre ministre et notre ministère de travail sur transition écologique et transition numérique, où nous avons répondu au livre blanc qui avait été produit par un certain nombre de think tanks, dont l'IDRI, auquel l'IDRI avait notamment contribué, mais pas seulement, pour proposer un certain nombre d'actions spécifiques pour diminuer l'empreinte énergétique justement du numérique, que ce soit dans les entreprises spécialisées qui font des serveurs par exemple, ou d'une manière beaucoup plus générale de l'empreinte numérique qui est celle des entreprises traditionnelles et classiques. Donc ça se retrouve sur le site internet du ministère, la réponse que nous avons proposée. Je voulais tout de suite maintenant donner la parole peut-être à monsieur Rémi-Pierre Lapran. Je ne sais pas où il est dans la salle. Voilà, très bien. Qui est à Maison du Monde qui est engagée dans une démarche de responsabilité environnementale. Il y avait une question tout à l'heure qui posait la question de savoir, qui demandait si beaucoup d'entreprises s'étaient fixées des objectifs zen. Eh bien, nous avons vu l'exemple de Danone, mais Maison du Monde en est une autre. Et nous verrons dans l'étude de PE qu'il y en a un certain nombre notamment. Mais étude, vous l'avez mentionné, monsieur Grandjean, mais je crois qu'elle paraîtra en 2019, début 2019 à peu près, l'étude que vous avez évoquée. Monsieur Lapran, je vous... Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Mon témoignage va faire un peu écho à ce que disait monsieur Grandjean, notamment sur la question des caps donnés par l'État sur les grands engagements et ce qui influence les décisions des entreprises. Nous, Maison du Monde, est une entreprise de taille intermédiaire qui grossit vite, qui est engagée en RSE sur la traçabilité des filières, notamment du bois et les enjeux de biodiversité depuis de longues années. Et sur la question de l'engagement climatique, les accords de Paris avaient donné un peu le ton, et nous, en tant qu'entreprise de taille intermédiaire, c'est pas évident de savoir exactement comment nous, on doit faire notre part, quel est le rôle à jouer. C'était ce qui était dit tout à l'heure, comment on décline ces objectifs à notre niveau, on est sur les objectifs mondiaux, quelle est notre part dans cette responsabilité-là. Et les accords de Paris ont précédé pour Maison du Monde de quelques mois notre introduction en bourse. Et la pression positive des marchés financiers s'est quand même rapidement fait sentir chez nous, parce qu'on a cherché justement à attirer des investisseurs responsables qui nous posaient beaucoup de questions sur notre engagement ESG, notre engagement environnemental et notre engagement sur le changement climatique. Donc il y a vraiment une pression positive qui, nous, pour attirer des capitaux qui vont rester un peu plus longtemps, des investisseurs d'un peu plus long terme, vraiment nous pousse à nous engager.
Donc ça a été assez marquant sur ce sujet-là. Et je voulais revenir sur la question aussi de la mesure et de l'accompagnement. On est une entreprise donc, qui a forcément des moyens limités dans la mesure de l'impact. Quand on parle de scope 1, scope 2, scope 3, c'est tout de suite assez complexe. On est sur des données scientifiques qui sont compliquées pour se les approprier en interne. Et nous, on a participé à une expérimentation de l'ADEME, une méthodologie qui s'appelle ACT également, mais sans le E, qui est Assessing Low Carbon Transition, qui a été très importante pour nous, qui était une expérimentation menée spécifiquement pour les PME et ETI. Nous, on était ETI, tendance de plus en plus grosse. Et c'était très important pour évaluer la performance de l'entreprise et nous dire, OK, vous en êtes là. Les objectifs des accords de Paris, les trajectoires de degrés, voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire pour une entreprise de distribution située en France avec un modèle international. Et voilà ce que ça veut dire pour votre modèle économique dans la transformation de ce modèle pour arriver à atteindre ces objectifs. Voilà comment transformer le modèle économique. Et pour terminer, je pense que le zéro émission nette est encore un cap supplémentaire qui nous permet d'être encore plus opérationnel pour nous, même si on le voit avec Danone et on se pose les mêmes questions sur comment on fait certifier ce zéro émission nette, qu'est-ce que ça veut dire sur notre scope 3 en termes de réduction d'intensité carbone, et comment on valide ça avec des labels tels que les Science Based Targets pour justement ne pas être dans des questions de greenwashing. Ça donne ce cap-là. Ensuite, l'accompagnement de l'État, des agences comme l'ADEME est vraiment important pour nous accompagner dans le temps, pour nous dire c'est là que vous allez. Et ensuite, nous, l'adaptation de notre modèle économique, c'est notre rôle d'entreprise, la transformation de nos chaînes d'approvisionnement, la transformation de notre offre se fait parce que on y croit et on attire nos clients aujourd'hui pour les convaincre que c'est aussi des choix de consommation responsables qui permettront d'atteindre ces objectifs communs. Merci pour votre témoignage. On a une start-up très sympa dans la salle qui s'appelle Zimbo, qui est partie d'un constat d'une explosion de l'utilisation des motos en Afrique et qui s'est dit qu'il fallait qu'on change les choses. Et donc, ils ont proposé un modèle de moto solaire pour l'Afrique. Je propose qu'on les écoute 2 minutes nous parler de leur invention. Merci beaucoup pour cette introduction, très sympa. Merci aussi pour votre invitation. Merci. Oui, je vais vous présenter quelques images. Effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de motos. Je vais parler un petit peu d'énergie, bien que ce ne soit pas le seul thème de la transition énergétique, de zéro émission nette, pardon. En Afrique, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la première consommation d'énergie ? Ça va faire plaisir à Danone. C'est pas le transport, c'est pas la lumière, c'est la cuisson. C'est un peu l'équivalent ici, on pense toujours dans la transition énergétique qu'il faut faire du solaire. En fait, bien que je vienne du solaire, le plus gros impact, c'est dans l'habitat et le chauffage à la maison. Par contre, la seconde consommation, c'est bien le transport. À droite, je vous ai mis une petite image qui montre que une moto, ou une moto électrique, mais une moto en général, c'est l'équivalent de 50 systèmes solaires domestiques. On entend beaucoup parler de ces solar home systems en Afrique et de ces développements. C'est quelque chose qui marche très bien, mais nous, on a eu envie aussi d'aller un peu plus loin en termes de consommation. Les motos en Afrique, effectivement, il y en a énormément. C'est un moyen de transport qui est abordable, qui est adapté aux routes africaines. Je vous ai mis quelques chiffres ici. Par exemple, en Ouganda, là où on va s'implanter, on a nos premières motos qui arrivent au mois d'août. Il y a 640 000 motos, principalement des motos taxis. Et vous voyez le petit graphique à droite, il y en a plus de 100 000 par an qui s'ajoutent à ce nombre-là. La chance qu'on a, c'est que dans le même temps, en Asie notamment, il y a beaucoup de motos électriques qui arrivent sur le marché. Même chose, une idée du nombre de motos électriques en Chine aujourd'hui qui sont vendues par an, c'est 30 millions. 30 millions de nouvelles motos électriques qui arrivent sur le marché en Chine. Donc ça veut dire qu'il y a des motos électriques abordables qui arrivent sur le marché aujourd'hui et qui nous permettent de proposer cette solution-là en Afrique dès aujourd'hui, de vendre une moto électrique à nos chauffeurs de mototaxi, en parallèle de leur proposer la recharge de batteries dans des stations. Ces stations seront solaires là où il n'y a pas le réseau et elles seront solaires et reliées au réseau là où il y a le réseau.
Et tout ça vient dans un ensemble qu'il faut financer tout ça, à la fois financer l'achat de la moto pour le chauffeur et financer l'infrastructure et le CAPEX dans les batteries. Donc je voulais insister un petit peu là-dessus, qui est que, à notre sens, quand on fait une transition comme ça d'un modèle de moto thermique à un modèle de moto électrique, c'est pas seulement la moto qu'il faut changer, mais c'est tout le système autour, et c'est ce changement systémique, donc le véhicule, mais aussi la production d'énergie et aussi le financement. Voilà, je conclus là-dessus. Zembo, aujourd'hui, c'est un usage productif de l'énergie. On peut parler des systèmes solaires domestiques qui sont une énorme révolution pour l'Afrique, mais qui ne changent pas l'aspect productif. C'est une consommation d'énergie qui est majeure. C'est une innovation qui est soutenue par l'ADEME. On les remercie à cette occasion. Et je voulais terminer par une conviction personnelle, plus en tant qu'entrepreneur, et une conviction qui est également partagée par beaucoup d'amis entrepreneurs, c'est qu'on parle beaucoup de l'engagement citoyen dans cette transition vers le zéro émission net. Je pense qu'au sein d'une entreprise, tout de suite, on a tendance à oublier ça et à dire non, tes engagements, tes convictions, ici c'est le business, et business is business. Je suis absolument pas d'accord avec cette position-là, et je pense que l'entreprise elle-même est capable de prendre des engagements. Comment prendra-t-elle ces engagements? Est-ce que c'est volontairement? Je ne suis pas convaincu que toutes le fassent. Est-ce que ça doit être par des incitations fiscales? Sans doute. Pourquoi pas aussi par la loi? J'ai entendu parler d'une modification de la Constitution qui allait venir. Pourquoi pas intégrer cela? J'ai entendu des gens qui commençaient à en parler, et de dire que finalement l'intérêt général, dont l'environnement, pourquoi pas intégrer ça et en faire quelque chose qui soit plus fort que le besoin de faire du profit. Merci. Merci pour votre présentation. Je vais vous redonner la parole, Monsieur Grandjean, mais il y a une question qui s'adresse un petit peu directement à Monsieur le Ministre sur les traités internationaux. Je sais que c'est une question complexe. Le climat est-il suffisamment pris en compte par les institutions et les traités internationaux? Les traités de commerce internationaux. Voilà. Je vais répondre très rapidement. La réponse est non. Pas suffisamment. Parce que la plupart des traités commerciaux ne sont pas forcément climato-compatibles. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on se bat pour faire en sorte que les traités à venir, et certains sont, comme on dit dans les tuyaux, prennent en compte notamment les accords de Paris. Pour ça aussi que la France soutient, dans un registre un peu similaire, mais l'initiative qui avait été prise par Laurent Fabius de ce pacte mondial pour l'environnement, c'est-à-dire de mettre sous une même ombrelle juridique l'ensemble des textes, mais en leur donnant, évidemment, alors pas simplement sur le sujet climatique, mais sur les sujets environnementaux, biodiversité, évidemment une dimension juridiquement contraignante. Très sincèrement, le droit international, pour l'instant, ne s'est pas adapté aux enjeux universels du XXIe siècle, donc il y a aussi un travail sur ce sujet-là. Monsieur Grandjean, vous vouliez réagir? Je voulais surtout répondre à une question sur la comptabilité. Dans le travail qu'a fait Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat, il a bien été mentionné le fait qu'il fallait faire évoluer nos référentiels comptables. Ça a l'air très technique, cette affaire de compta, ça ennuie tout le monde, on l'enseigne d'ailleurs plus très bien dans les formations initiales. C'est tout à fait stratégique. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on voit l'entreprise à travers sa comptabilité. Hein, et quand on prend des décisions, on les prend à travers la comptabilité. Donc la question, est-ce qu'on peut rentrer les questions de capital naturel dans la comptabilité? C'est un grand défi, mais il faut s'en occuper maintenant. J'allais dire avec volonté, pugnacité, ambition et modestie. Pour quelle raison? Parce que les référentiels comptables qu'on utilise aujourd'hui, qui sont d'origine anglo-saxonne pour la plupart, s'imposent massivement, sont très difficiles à faire évoluer parce que c'est compliqué, c'est technique, etc. Mais si on ne commence pas ce chantier-là, on ne risque pas d'aller au bout du chantier. Donc ce qui se fait en ce moment, c'est de la comptabilité extra-financière, c'est de la comptabilité carbone. Ce que je constate, moi, c'est que les entreprises n'y mettent pas du tout assez de moyens en disant ça coûte cher, sauf qu'elles ne se rendent pas compte que sur les questions de comptabilité et de contrôle de gestion, elles mettent beaucoup de ressources, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est important. Donc si sauver l'écologie, sauver le capitalisme, c'est important, il va falloir aussi mettre de l'énergie sur ces sujets-là.
Merci. Il y avait une petite question pour vous, je pense assez simple. Quelqu'un se demandait qu'est-ce que c'était que le kiosque à eau et comment ça fonctionnait. Oui, donc ces kiosques à eau prélèvent dans une source proche une eau qui est généralement malheureusement pas consommable, et il y a tout un mécanisme aujourd'hui de nouvelles technologies très accessibles, notamment à base d'ultraviolets, qui permettent de purifier l'eau. Et donc d'utiliser des sources qui sont inutilisables aujourd'hui et d'éviter à ce que les gens fassent bouillir leur eau. Voilà, c'est ces petits mécanismes avec des entrepreneurs derrière qui entretiennent, et donc cette eau, elle repose généralement sur des mécanismes d'entrepreneurs sociaux, comme on dit, qui privilégient leur performance sociale, et elle est affordable, comme on dit, c'est-à-dire très, très peu chère, et elles permettent d'accentuer ces accès. Voilà. J'en profite, il y a une question qui vient juste de passer en demandant pourquoi est-ce que les entreprises ne travaillent pas davantage sur leur packaging. Donc c'est un vrai problème, forcément, en particulier dans l'agroalimentaire, où nous avons, dans le cadre, en plus de la feuille de route économie circulaire, beaucoup travaillé sur cette question-là. Donc qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, à Danone, pour lutter contre le surpackaging ? Alors, tout d'abord, je voulais juste signaler que le packaging, c'est aussi une façon d'éviter la destruction alimentaire. Je pense que c'est important d'avoir en tête que 40% aujourd'hui de la destruction alimentaire vient d'une non-valorisation, et donc il faut être très vigilant à décrier le packaging. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur sur le packaging, qui est la circularité. Et évidemment, j'ai vu dans les questions comment on utilise aujourd'hui des filières non compétitives à l'alimentation humaine pour pouvoir trouver des biomatériaux. Et donc, il y a plusieurs coalitions d'acteurs. On s'est unis avec Nestlé là, pour soutenir une start-up américaine qui va produire la première bouteille végétale 100% à base de sueur de bois, qui sera probablement dans Evian. Aujourd'hui, Evian, c'est un peu plus de 25% déjà de plastique recyclé. Volvic, c'est déjà 25% de biomatériaux. Donc voilà, on travaille dans l'éco-design, à l'utilisation de matériaux évidemment alternatifs aux fossiles, avec des engagements comme ceux que je vous ai partagés avec vous. Mais pour moi, l'ambition, elle est bien de fermer la loupe. Comment je collecte et je réutilise. Et j'ai vu une des questions qui dit mais pourquoi on ne réutilise pas la bouteille en verre ? Oui. La bouteille en verre, en termes d'émissions carbone, c'est malheureusement pas la solution. Parce que dans le transport de ces bouteilles en verre, vous avez un poids qui est tout à fait prohibitif par rapport à la bouteille plastique. Par contre, consigner la bouteille plastique, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours. Nous, on a lancé des petits partenariats avec, je ne sais pas si vous connaissez, Lemonade, Lemon Tree, qui est une petite start-up qui fait des petites machines qui permettent de collecter la bouteille plastique et d'encourager chacun à mettre sa bouteille plastique. On peut même faire un don d'ailleurs à des associations quand on veut réallouer le bénéfice de cette bouteille plastique. Et ça permet donc de faire ce système de close de loop, de fermeture de la loupe, et de récupérer un PET de grande qualité qui est nécessaire pour pouvoir réutiliser ça dans des bouteilles du type eau minérale comme Evian. Donc il y a plein de solutions en cours, et c'est ça que nous, on cherche à encourager. Monsieur le ministre, vous vouliez réagir ? Je vous ai fait prendre le micro. Pas sur cette question. Et simplement, je voyais passer une question sur comment protéger nos entreprises de la compétitivité, puisque un certain nombre de produits peuvent franchir les frontières européennes qui n'auront pas fait les mêmes efforts. Bon, c'est toute la discussion sur l'écluse fiscale aux frontières de l'Europe. Est-ce qu'on est capable de se protéger des importations qui ne feraient pas les mêmes efforts que nous ? C'est un sujet que la France, évidemment, porte au niveau européen, sans être forcément, pour l'instant, entendu par les 27 autres États membres, mais on ne lâche pas l'affaire, comme on ne lâche pas l'affaire sur le fait d'augmenter la trajectoire carbone également au niveau européen, puisque comme l'a très bien expliqué, le risque carbone qui maintenant, je pense, imprime dans les esprits, notamment des acteurs financiers, il faut qu'on le fasse évidemment au niveau européen. Peut-être encore une dernière question, puis on va passer à la table ronde suivante, parce que nous avons pris nous conservons notre retard, mais je ne voudrais pas que nous l'aggravions. Une question sur la mobilité électrique
électrique, si on pouvait me la remettre, parce que je n'ai pas réussi à la noter intégralement. Je crois l'avoir vu passer. En fait, elle pose la question de savoir si, en passant du tout thermique au tout électrique, on ne va pas se retrouver sur un effet rebond, c'est-à-dire un problème sur les fameuses terres rares dont on connaît à la fois le potentiel limité et le fait que la plupart de ces ressources sont dans des mains, je ne vais pas dire exclusives, mais en tout cas assez limitées. Donc oui, ça pose ce type d'équation. Vous savez, il n'y a jamais de solution simple, il y a toujours une complexité. Ça passera de toute façon aussi par le principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il faudra que les matériaux qui sont utilisés dans les véhicules électriques rentrent dans une boucle, et notamment au niveau des batteries, on en a bien conscience. En même temps, il faut quand même regarder que sur la mobilité électrique, il y a une diversification de terres rares. On n'est pas encore au clair sur les gisements de terres rares qui concernent à la fois les énergies renouvelables, à la fois la mobilité électrique. C'est un inventaire que l'on doit évidemment poursuivre pour y voir clair. Mais on a raison de poser cette question. Parfois, il ne suffit pas de changer de couleur dans l'économie pour régler tous les problèmes. Puis au passage, je rebondis aussi sur l'article des Échos ce matin, que je découvre grâce à Alain Grandjean, qui suscite chez moi une véritable interrogation. Savoir si l'écologie, je dois me réjouir du fait que l'écologie doit sauver le capitalisme, mais je vous propose de prendre un peu de temps pour pouvoir répondre à cette question. C'est un prochain séminaire où nous inviterons également quelques philosophes. Merci beaucoup à tous. Merci de votre participation dans cette séquence-là. Je propose que nous avancions. Je vous libère.